Imaginez un petit village perdu au cœur de l'Europe au début des années 1600. Les maisons sont en bois, serrées les unes contre les autres, la fumée des foyers s'élève dans l'air froid et les rues sont boueuses. Dans ce décor modeste, les gens vivent au rythme des saisons, des récoltes et des fêtes religieuses. Mais au-dessus de ce quotidien apparemment simple plane une peur sourde, une angoisse qui ne quitte jamais les esprits. Cette peur porte un nom, la sorcellerie. À cette époque, on croyait fermement que le diable rôdait partout, prêt à tendre des pièges aux âmes faibles. Chaque accident, chaque maladie, chaque récolte perdue était interprétée comme un signe d'une force invisible et malveillante. Si une vache tombait malade, si une tempête détruisait un champ, si un enfant avait de la fièvre, les villageois cherchaient un coupable. Et ce coupable, trop souvent, c'était une femme accusée d'être sorcière. Mais qui étaient ces femmes? Étaient-elles vraiment des créatures maléfiques, comme on le racontait dans les sermons des prêtres et dans les histoires murmurées au coin du feu? Ou bien étaient-elles simplement des voisines, des guérisseuses, des sages-femmes qui utilisaient leur connaissance des plantes et de la nature pour aider les autres? La vérité est bien plus complexe et parfois plus tragique que les légendes. La vie d'une femme soupçonnée de sorcellerie n'était pas faite de sabbats secrets et de pactes avec le diable comme on le croyait alors. C'était souvent une vie de solitude, de pauvreté et de peur. Ces femmes vivaient en marge de leur communauté, parfois respectées pour leurs dons, mais plus souvent surveillées avec méfiance. Le moindre geste, la moindre parole pouvait se retourner contre elles. Un regard mal interprété, un voisin jaloux, et leur destin pouvait basculer. Dans les années 1600, l'Europe traversait une période de bouleversement. Les guerres de religion déchiraient les peuples. Les famines et les épidémies frappaient régulièrement. Dans ce climat d'incertitude, la figure de la sorcière devenait une explication commode aux malheurs du quotidien. Les autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, utilisaient ces procès pour asseoir leur pouvoir et maintenir l'ordre par la peur. Dans ce récit, nous allons plonger dans cette époque troublante et suivre pas à pas ce que pouvait être la vie d'une sorcière. Depuis son quotidien modeste jusqu'aux accusations, depuis les rumeurs jusqu'au procès, depuis les interrogatoires jusqu'au bûcher, nous allons découvrir la réalité derrière le mythe. Ce sera un voyage dans un monde où la peur dominait, où la raison était étouffée par les superstitions, et où des milliers de vies furent brisées par des accusations souvent absurdes. Avant de commencer, prenez un moment pour vous installer confortablement. Respirez profondément et laissez votre imagination voyager, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire sur le passé. C'est aussi un miroir, un rappel de ce que la peur et la méfiance peuvent faire quand elles s'emparent d'une société. Alors, d'où écoutez-vous cette histoire? Partagez-le en commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces récits qui éclairent les ombres de notre passé. Pour comprendre ce que signifiait être accusé de sorcellerie dans l'Europe du XVIIe siècle, il faut d'abord plonger dans l'ambiance qui régnait alors. Imaginez un monde où l'inconnu effraie plus que tout, où la science n'a pas encore apporté de réponse claire, où la religion domine chaque geste du quotidien. Dans ce monde, la peur n'était pas une émotion passagère. C'était une compagne constante, présente du lever au coucher, guidant les croyances, les décisions et les comportements. Au début des années 1600, l'Europe était secouée par des bouleversements profonds. Les guerres de religion avaient déchiré le continent tout au long du siècle précédent. Le protestantisme, né au XVIe siècle, avait brisé l'unité religieuse de la chrétienté occidentale. Les guerres, les massacres et les persécutions avaient laissé des traces de méfiance et de haine dans les esprits. Catholiques et protestants se regardaient en ennemis, et chaque camp voyait dans l'autre non seulement une menace terrestre, mais aussi une arme du diable. Dans ce climat tendu, la peur du mal prenait une ampleur démesurée. Le diable n'était pas une abstraction théologique, comme nous pourrions le concevoir aujourd'hui. Il était perçu comme une présence réelle, agissante, capable de corrompre les hommes, de provoquer les malheurs et de détourner les fidèles de Dieu. Les prêtres en parlaient constamment dans leurs sermons. Les textes religieux, largement diffusés, décrivaient ses ruses et ses pièges. Et les autorités civiles comme religieuses collaboraient pour éradiquer ce qu'elles considéraient comme ses agents sur terre, les sorcières. La peur trouvait aussi ses racines dans les difficultés matérielles de l'époque. L'Europe connaissait alors des famines récurrentes. Les récoltes dépendaient entièrement du climat, et un été trop pluvieux, un hiver trop rude pouvaient condamner des villages entiers à la misère. Les épidémies, comme la peste, continuaient à frapper régulièrement, emportant des milliers de vies en quelques semaines. Sans médecine moderne pour expliquer ou combattre ces catastrophes, les populations cherchèrent des coupables. Pourquoi telle famille avait-elle survécu alors que leurs voisins mouraient tous? Pourquoi un champ donnait-il de belles récoltes quand celui d'à côté restait stérile?
Ces différences, au lieu d'être attribuées au hasard ou à des causes naturelles, étaient souvent expliquées par l'intervention d'une force surnaturelle. Et cette force, croyait-on, passait par des individus bien précis, des personnes accusées d'avoir conclu un pacte avec le diable. La peur n'était donc pas seulement une émotion collective, elle était un outil de contrôle. Les autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, savaient qu'entretenir la peur permettait de renforcer leur pouvoir. En désignant un ennemi commun, les sorcières, elles détournaient l'attention des problèmes réels, la faim, les injustices sociales, la corruption. En brûlant quelques coupables sur un bûcher, elles donnaient l'illusion qu'elles luttaient contre le mal et protégèrent le peuple. Ce climat de peur était aussi alimenté par les livres et les traités de l'époque. L'un des plus célèbres, le Malus Maleficarum, ou Marteau des sorcières, publié à la fin du XVe siècle, circulait encore largement. Ce texte décrivait en détail comment reconnaître une sorcière, comment prouver sa culpabilité et pourquoi il était nécessaire de les éradiquer. Il affirmait sans détour que les femmes, par leur nature jugée faible et instable, étaient plus susceptibles d'être séduites par le diable. Ce genre de discours renforçait les préjugés et justifiait les persécutions. Dans les villages, les rumeurs faisaient le reste. Un enfant tombait malade. On disait qu'une vieille femme l'avait touché du regard. Une vache ne donnait plus de lait. On accusait la voisine d'avoir jeté un sort. Un orage détruisait les récoltes. On murmurait que quelqu'un avait invoqué les forces obscures. Chaque malheur trouvait ainsi une explication surnaturelle, et chaque explication nourrissait encore plus la peur. Mais il ne faut pas croire que cette peur touchait seulement les paysans ignorants. Les élites, les juges, les théologiens partagèrent ces croyances. Dans les grandes villes comme dans les campagnes, on redoutait les sabbats, ces prétendues réunions nocturnes où les sorcières adoraient le diable, dansaient et commettaient des actes impies. Bien sûr, ces sabbats n'étaient que des fantasmes collectifs, mais à l'époque, ils semblaient tout à fait réels. L'Europe des années 1600 était donc un terrain fertile pour les accusations. Chaque communauté vivait avec l'idée que le diable était présent, qu'il recrutait des agents parmi eux et qu'il fallait rester vigilant. La peur se transmettait de génération en génération, entretenue par les histoires racontées aux enfants, par les sermons des prêtres, par les jugements des tribunaux. Dans ce monde, il suffisait d'un rien pour qu'une femme devienne suspecte. Un comportement étrange, une dispute avec un voisin, une connaissance trop approfondie des plantes ou même simplement une solitude trop marquée pouvaient attirer les soupçons. Et une fois la suspicion lancée, la peur collective faisait le reste. Ce climat de peur explique pourquoi tant de vies furent brisées. Les femmes accusées de sorcellerie ne l'étaient pas parce qu'elles pratiquaient une magie réelle, mais parce que leur époque avait besoin d'ennemis à désigner. Elles devinrent les victimes d'un système où la peur, la superstition et le pouvoir se mêlaient étroitement. Lorsqu'on parle de sorcières dans l'Europe des années 1600, il est facile d'imaginer des femmes mystérieuses, vêtues de noir, se réunissant la nuit autour d'un feu pour invoquer le diable. C'est ainsi que les peintures, les gravures et les récits de l'époque les représentaient. Mais la réalité était bien différente. Derrière ce mot chargé de peur et de fantasmes, il y avait surtout des femmes ordinaires, issues du peuple, dont la vie quotidienne n'avait rien de magique. Pour comprendre à quoi ressemblait vraiment leur existence, il faut se pencher sur qui elles étaient et pourquoi elles étaient les cibles privilégiées de ces accusations. La grande majorité des personnes accusées de sorcellerie étaient des femmes, souvent âgées, veuves ou célibataires. Dans une société dominée par les hommes et organisée autour de la famille, ces femmes vivaient en marge. Ne pas avoir d'époux ou d'enfants était perçu comme une anomalie. Une veuve qui possédait quelques terres ou qui vivait seule pouvait rapidement susciter jalousie et soupçon. On la regardait comme étrange, différente, et cette différence suffisait souvent à éveiller la méfiance. Beaucoup de ces femmes exerçaient aussi des rôles essentiels dans leur communauté. Sages-femmes, guérisseuses, cueilleuses de plantes. À une époque où la médecine moderne n'existait pas, ces femmes détenaient un savoir précieux. Elles connaissaient les herbes capables de calmer une douleur, d'aider à la digestion, de soigner une plaie. Elles savaient accompagner une femme lors d'un accouchement ou soulager un enfant fiévreux. Ce savoir, transmis de génération en génération, faisait d'elles des figures respectées mais aussi redoutées. Car ce qui soigne peut aussi, croyait-on, rendre malade. Si une potion pouvait apaiser, alors elle pouvait également empoisonner. Et il n'en fallait pas plus pour les accuser de pactiser avec des forces obscures. Il est intéressant de noter que toutes les accusées n'étaient pas des vieilles femmes isolées. Certaines étaient des femmes jeunes, mariées, parfois même intégrées dans leur communauté. Ce qui les distinguait, c'était souvent un conflit avec un voisin, une dispute pour des terres ou une jalousie mal dissimulée.
La sorcellerie servait alors de prétexte pour régler des comptes. Dans une société où la parole d'une femme valait moins que celle d'un homme, il était facile de transformer des rumeurs en preuves. Mais alors, à quoi ressemblait la vie quotidienne de ces prétendues sorcières? Imaginons une femme dans un petit village d'Allemagne, de France ou d'Angleterre. Elle habite une maison modeste, parfois en bordure du village. Elle possède un petit jardin où elle cultive quelques légumes et des plantes médicinales. Ses journées sont rythmées par le travail, ramasser du bois, s'occuper des animaux, filer la laine. Elle vit simplement, mais son savoir la rend utile à ses voisins. On vient la voir pour soigner une coupure, pour trouver un remède contre la toux, ou pour aider lors d'une naissance. Au début, cette proximité est une force. Mais si un enfant meurt malgré ses soins, si une vache ne guérit pas après sa visite, les regards changent. L'utile guérisseuse devient suspecte. On se demande si ces herbes ne cachent pas une magie noire. Un geste banal, comme tracer une croix sur le sol ou murmurer une prière en cueillant une plante, peut être interprété comme une incantation. Et peu à peu, la réputation se construit. Elle n'est plus seulement une voisine, elle devient une femme différente, donc potentiellement dangereuse. Ce portrait ne concerne pas seulement les campagnes. Dans les villes aussi, certaines femmes étaient accusées. Mais les raisons restaient les mêmes. Leur marginalité, leur indépendance, leur savoir inhabituel. À une époque où les rôles étaient strictement définis, une femme qui échappait à ces normes était une cible idéale. Les hommes, eux aussi, pouvaient être accusés de sorcellerie, mais beaucoup plus rarement. Lorsqu'ils l'étaient, c'était souvent en lien avec des pratiques spécifiques, astrologues, alchimistes ou guérisseurs. Mais la figure de la sorcière restait avant tout féminine. Cette association n'était pas un hasard. La société patriarcale de l'époque considérait les femmes comme plus faibles, plus influençables et donc plus susceptibles de céder aux tentations du diable. Les accusations ne tombèrent pas du ciel. Elles naissaient dans un contexte précis, une dispute de voisinage, une jalousie, un malheur inexpliqué. Une femme pouvait être accusée simplement parce qu'elle avait été vue près d'un champ avant qu'un orage ne détruise les récoltes. Une autre parce qu'elle avait refusé de donner du pain à une mendiante, et que le lendemain un enfant tombait malade. Dans un monde où la logique scientifique n'avait pas sa place, ces coïncidences devenaient des preuves. Il est aussi essentiel de comprendre que ces accusations servaient parfois des intérêts plus grands. Dans certains cas, accuser une femme de sorcellerie permettait de s'approprier ses biens. Une veuve qui possédait une petite maison ou un lopin de terre devenait une cible facile. Si elle était condamnée, ses biens revenaient souvent à la communauté ou à ses accusateurs. Ainsi, derrière la peur et la superstition, il y avait aussi des motivations économiques très concrètes. Ces sorcières étaient donc avant tout des victimes. Victimes de leur époque, de leur isolement, de leur savoir mal compris. Leur vie quotidienne ressemblait à celle de toutes les autres femmes du peuple. Travail pénible, pauvreté, lutte pour survivre. Mais à tout moment, un regard malveillant pouvait transformer leur routine en cauchemar. En vérité, la vie d'une sorcière n'avait rien de surnaturel. C'était une vie humaine, fragile, marquée par la dureté du quotidien. Ce qui la distinguait, ce n'était pas un pouvoir occulte, mais le poids des peurs et des fantasmes de sa communauté. Et c'est précisément ce mélange de banalité et de peur qui rend leur histoire si tragique. Car derrière le mot « sorcière », il n'y avait pas une créature mythique, mais une femme ordinaire, prise au piège d'une époque où l'ignorance et la superstition faisaient loi. Tout commençait rarement par un procès spectaculaire ou par une dénonciation formelle. L'histoire d'une prétendue sorcière naissait souvent d'un simple soupçon, d'un murmure, d'une conversation au coin d'un champ ou devant la porte d'une église. Dans l'Europe des années 1600, les accusations de sorcellerie étaient rarement soudaines. Elles se construisaient lentement, nourries par les tensions sociales, les jalousies personnelles et la peur de l'inconnu. Imaginez une petite communauté rurale. Tout le monde connaît tout le monde. Chacun sait qui possède un champ fertile, qui a perdu un enfant, qui s'est disputé avec son voisin. Dans cet univers fermé, les rancunes s'accumulent. Et parfois, il suffit d'un malheur pour qu'elles éclatent. Une vache qui cesse de donner du lait, une femme qui fait une fausse couche, un enfant qui tombe malade. Autant de signes qui pour nous aujourd'hui s'expliqueraient par des causes naturelles, mais qui à l'époque pouvaient déclencher une tempête de suspicion. Le premier soupçon naissait souvent dans la bouche d'un voisin. Cette femme est étrange. Elle m'a lancé un mauvais regard. Depuis qu'elle est venue chez moi, les choses vont mal. Ces phrases, prononcées à voix basse, circulaient rapidement. Et dans une communauté soudée par la peur du diable, elles devenaient lourdes de sens, car dans l'esprit des gens, le diable travaillait par des signes subtils. Rien n'était jamais un hasard. Une rencontre, un geste,
Un mot pouvait être interprété comme une marque de sorcellerie. Les femmes marginales, celles qui vivaient seules ou qui avaient un caractère un peu trop indépendant, étaient des cibles privilégiées. Si elles se fâchaient avec leurs voisins, si elles osaient répondre à une insulte, leur comportement était vite qualifié de suspect. Parfois, elles se contentaient de réclamer une dette ou de refuser un service, et cela suffisait à les faire passer pour dangereuses. La moindre contrariété pouvait se transformer en accusation. Un exemple typique se retrouvait dans les histoires de nourriture. Si une femme affamée demandait du pain à sa voisine et qu'on le lui refusait, il arrivait qu'elle parte en murmurant des paroles de colère. Si le lendemain, un membre de la famille tombait malade ou qu'un animal mourait, ces paroles étaient interprétées comme une malédiction. On disait alors qu'elle avait jeté un sort. Les querelles de voisinage jouaient un rôle immense. Dans un monde où les ressources étaient rares, les disputes pour des terres, des animaux ou des héritages étaient fréquentes. Accuser quelqu'un de sorcellerie devenait une arme. C'était un moyen de discréditer un rival, de se débarrasser d'un voisin gênant ou d'affirmer son pouvoir dans la communauté. Derrière de nombreuses accusations, il y avait des conflits économiques ou personnels. Mais ce qui transformait ces soupçons en véritables accusations, c'était la croyance collective. La peur du diable donnait une force démesurée aux rumeurs. Une simple coïncidence pouvait devenir une preuve irréfutable. Si une femme avait été vue près d'un champ avant qu'une tempête ne le détruise, c'était qu'elle l'avait maudit. Si un enfant tombait malade après avoir reçu une tisane d'une guérisseuse, c'était qu'elle l'avait empoisonné. La logique disparaissait, remplacée par un enchaînement de croyances. Les prêtres et les autorités locales jouaient un rôle central dans ce processus. Les sermons du dimanche rappelaient sans cesse la présence du diable et la nécessité de se méfier de ses serviteurs. Les juges, influencés par des traités comme le Malleus Maleficarum, étaient convaincus que la sorcellerie était une menace réelle. Ainsi, lorsqu'une rumeur arrivait jusqu'à eux, ils la prenaient au sérieux. Une plainte vague pouvait alors devenir une enquête officielle. Il faut aussi comprendre que les gens, à l'époque, croyaient voir des signes partout. Une maladie soudaine, une lueur étrange dans la nuit. Un rêve troublant pouvait être interprété comme des preuves de sorcellerie. Les visions et les cauchemars avaient un poids immense dans les témoignages. Si quelqu'un affirmait avoir rêvé qu'une femme chevauchait la nuit sur un balai, ce récit pouvait être présenté devant un tribunal comme un élément crédible. Les enfants étaient également des témoins privilégiés. Leurs paroles, jugées innocentes, pouvaient condamner une femme. Il suffisait qu'un enfant raconte avoir vu une voisine lui donner une friandise étrange ou l'avoir croisée dans un lieu isolé pour que cela nourrisse les soupçons. Certains enfants, influencés par les adultes, inventaient même des histoires qui prenaient rapidement une ampleur dramatique. Ce qui est frappant, c'est la manière dont les soupçons se renforçaient d'eux-mêmes. Une fois qu'une femme était suspectée, chaque détail de sa vie était réinterprété. Son isolement devenait une preuve de pacte avec le diable. Ses connaissances en herbe se transformaient en sorcellerie. Ses maladies, ses malheurs, ses colères prenaient une dimension démoniaque. Tout ce qui pouvait plaider en sa faveur disparaissait derrière le filtre de la peur. Il arrivait aussi que les femmes elles-mêmes contribuent involontairement à leur condamnation. Parfois, sous la pression, elles finissaient par croire qu'elles avaient vraiment commis un acte interdit. Dans une société où le diable était perçu comme omniprésent, certaines en venaient à douter d'elles-mêmes. Était-il possible qu'elles aient, sans le savoir, été manipulées par des forces obscures ? Ces confessions arrachées à des femmes vulnérables renforçaient encore la certitude des juges et des voisins. Ainsi naissait le cercle infernal des accusations. Tout commençait par un soupçon, une rumeur. Puis la peur collective s'en empara, amplifiant chaque détail. Les autorités entraient en jeu, et bientôt ce qui n'était qu'un murmure devenait un procès. Derrière chaque accusation, il y avait une histoire humaine, une dispute, une jalousie, un malheur. Mais dans l'Europe des années 1600, ces histoires se terminaient trop souvent en tragédie. Pour comprendre pourquoi tant de femmes furent désignées comme sorcières, il faut s'arrêter un instant sur ce que signifiait vivre en marge de la société au XVIIe siècle. Être marginal, ce n'était pas nécessairement être rejeté physiquement du village. Souvent, ces femmes vivaient encore au cœur de leur communauté, mais elles occupaient une place particulière, fragile, à la limite de la tolérance. Leur vie quotidienne, faite de travail, de solitude et de regards méfiants, dessinait déjà les contours d'un destin tragique. Imaginez une petite maison de pierre ou de bois, située à la lisière d'un village. À l'intérieur, peu de meubles. Une table, un coffre, quelques ustensiles de cuisine, et peut-être un lit rudimentaire. Le sol est en terre battue, l'air est chargé de fumée car le foyer sert à la fois pour la chaleur et pour la cuisson des aliments. C'est dans cet espace modeste que vit une femme seule, peut-être veuve, peut-être jamais mariée,
et qui doit subvenir à ses besoins sans le soutien d'un mari ou d'une grande famille. Chaque journée commence tôt. Elle sort chercher de l'eau au puits, ramasse du bois pour alimenter le feu, nourrit ses poules ou sa chèvre si elle en possède. Son jardin est son trésor. Elle y cultive des légumes, mais aussi des herbes médicinales. Sauge, camomille, thym, ail, millepertuis. Autant de plantes connues pour soulager les douleurs ou renforcer les corps fatigués. Ce savoir précieux attire parfois les voisins, qui viennent lui demander de l'aide pour une toux persistante, une plaie mal cicatrisée, ou les douleurs d'un accouchement. Mais ce savoir est une arme à double tranchant. Car si le malade guérit, on la remercie avec reconnaissance. Mais si la guérison tarde, si la douleur persiste, on l'accuse d'avoir aggravé le mal. Ces connaissances, au lieu d'être vues comme un don, deviennent suspectes. On murmure qu'elle ne tient pas son savoir de Dieu, mais du diable. La vie quotidienne de ces femmes était également marquée par la pauvreté. Sans mari pour travailler les champs ou assurer des revenus, elles vivaient de petits échanges. Une poignée de légumes contre un peu de lait, une tisane contre un morceau de pain. Cette dépendance aux autres les plaçait dans une position vulnérable. La moindre querelle autour d'un paiement pouvait se transformer en accusation. « Elle n'a pas été payée pour ses herbes. Et depuis, ma fille, elle est malade », disaient certains. Le lien de cause à effet était immédiat dans les esprits. Les vêtements qu'elle portait les distinguaient aussi. Sans richesse, elles ne pouvaient se vêtir de tissus colorés ou de belles étoffes. Leurs habits étaient sombres, usés, parfois rapiécés. Dans l'imaginaire collectif, ce vêtement simple renforçait leur aura inquiétante. Une femme vêtue de noir, vivant seule et parlant peu, devenait vite l'image même de la sorcière telle qu'on se la représentait. L'isolement social accentuait encore leur fragilité. Lors des fêtes, des processions religieuses ou des marchés, elles étaient tolérées, mais rarement intégrées. Elles marchaient en retrait, participaient peu aux discussions. Les enfants, influencés par les rumeurs des adultes, les craignaient. Ils riaient parfois à leur passage, ou les insultaient en cachette. Les femmes mariées les regardaient avec méfiance, les accusant parfois de vouloir séduire leur mari. Les hommes, eux, voyaient dans leur solitude une faiblesse facile à exploiter. Ainsi, leur marginalité était renforcée chaque jour par les regards et les paroles des autres. Pourtant, malgré cette méfiance, ces femmes jouaient un rôle indispensable. Dans une époque où les médecins étaient rares, chers et souvent inefficaces, les guérisseuses représentaient une ressource précieuse. Elles connaissaient les cycles de la nature, savaient utiliser des plantes pour calmer la fièvre, pour aider les femmes à accoucher ou pour soulager les douleurs articulaires. Ce savoir empirique, transmis de génération en génération, était leur héritage. Mais il était aussi leur condamnation, car dans une société dominée par la religion, manipuler des forces invisibles, même naturelles, était perçu comme une transgression. Le quotidien d'une marginale était donc une succession de gestes simples. Travailler la terre, ramasser des herbes, préparer des tisanes, entretenir sa maison. Mais chaque geste pouvait être interprété de manière négative. Cueillir des plantes à la tombée de la nuit, un signe de sorcellerie. Garder quelques herbes séchées dans un sac, une preuve de pacte démoniaque. Murmurer une prière ou une formule en soignant un malade. Un sortilège. Tout ce qui échappait à la compréhension immédiate devenait suspect. Certaines de ces femmes cultivaient malgré tout une certaine fierté. Leur savoir leur donnait une indépendance rare. Elles pouvaient survivre sans mari. Elles avaient une utilité reconnue et elles n'étaient pas totalement dépendantes des autres. Mais cette indépendance, dans une société où les femmes devaient obéir et rester dans l'ombre, était en elle-même une menace. Une femme qui ne se pliait pas aux normes devenait vite une cible. Dans certains villages, ces marginales formaient même une petite communauté silencieuse. Elles se connaissaient, échangeaient des herbes, se soutenaient parfois. Mais ce lien fragile ne suffisait pas à les protéger, car dès qu'une accusation surgissait, chacune devait se défendre seule. L'isolement redevenait total et les anciennes complicités disparaissaient sous la peur. Ce qui est frappant, c'est à quel point la vie quotidienne de ces femmes ressemblait à celle de toutes les autres. Elles cuisinaient, nettoyaient, priaient, travaillaient la terre. Mais ce qui faisait la différence, c'était la perception des autres. Être veuve, être pauvre, être différente suffisait à transformer une vie banale en destin tragique. Ces femmes n'avaient pas besoin d'être sorcières pour être accusées. Elles n'avaient pas besoin de pactiser avec le diable pour susciter la peur. Leur simple existence, hors des normes imposées, suffisait. Et chaque jour, dans leurs gestes les plus simples, elles portaient le poids d'un soupçon invisible. Pour comprendre pourquoi tant de femmes ordinaires furent accusées de sorcellerie,
il faut plonger dans l'univers mental de l'Europe des années 1600. Les croyances populaires et les superstitions formaient le cadre invisible de la vie quotidienne. Chaque geste, chaque parole, chaque phénomène naturel avait un sens caché. Le monde n'était pas vu comme un simple enchaînement de causes et d'effets, mais comme un tissu rempli de signes mystérieux envoyés par Dieu ou par le diable. Dans ce contexte, les sorcières étaient alors perçues non seulement comme des marginales, mais comme des intermédiaires entre l'humain et l'invisible. Les superstitions commençaient dès la naissance. On croyait par exemple que les enfants nés la nuit de Noël étaient protégés du mal, mais qu'ils pouvaient aussi voir les sorcières et reconnaître leurs sortilèges. À l'inverse, un enfant né avec une malformation ou une tache de naissance était parfois suspecté d'être marqué par le diable. Ces idées circulaient dans toutes les couches de la société, et elles façonnaient les comportements dès le plus jeune âge. Les animaux étaient également au centre de ces croyances. Les chats noirs, par exemple, étaient considérés comme les compagnons privilégiés des sorcières. On pensait qu'ils servaient d'esprits familiers, de petits démons prenant la forme d'animaux pour assister leur maîtresse. Une femme qui possédait plusieurs chats était immédiatement suspecte. Les corbeaux, les chouettes et même les crapauds étaient vus comme des présages de malheur. Si un oiseau frappait une fenêtre ou si une chouette ululait près d'une maison, on y voyait un avertissement sinistre. Le corps humain lui-même était perçu comme porteur de signes. Une verrue, une cicatrice étrange, une tache sombre sur la peau pouvaient être interprétées comme la marque du diable. Lors des procès, les juges et les inquisiteurs cherchaient activement ces marques, convaincus qu'elles prouvaient l'allégeance d'une femme aux forces obscures. Mais dans la vie quotidienne, ces signes nourrissaient déjà les soupçons. Une voisine avec une verrue sur le visage pouvait devenir le centre des rumeurs du village. Les maladies incomprises étaient une source inépuisable de superstitions. Sans connaissance médicale, les gens voyaient dans chaque fièvre, chaque convulsion, chaque mort soudaine, l'action d'un sortilège. L'épilepsie, par exemple, était appelée le mal sacré, et ceux qui en souffraient étaient vus comme possédés ou ensorcelés. Les fièvres infantiles, fréquentes et souvent mortelles, étaient attribuées à la jalousie d'une voisine. Ainsi, chaque décès renforçait l'idée que des forces invisibles étaient à l'œuvre, et qu'il fallait trouver le responsable. Les phénomènes naturels n'échappèrent pas non plus à ces croyances. Les orages, avec leurs éclairs et leurs tonnerres assourdissants, étaient perçus comme des signes divins ou démoniaques. Une grêle soudaine qui détruisait les récoltes était interprétée comme l'œuvre d'une sorcière invoquant le diable. Les épidémies de peste ou de choléra, en frappant des villages entiers, étaient vues comme des punitions pour les péchés, ou comme la preuve qu'un pacte avait été conclu avec le mal. Dans ce monde où la science n'expliquait rien, les superstitions offraient une réponse, même si elle était terrifiante. Les rêves jouaient aussi un rôle central. On croyait qu'ils révélaient des vérités cachées. Si une femme rêvait de sa voisine la nuit avant qu'un malheur ne survienne, cela suffisait à convaincre tout le village qu'il y avait un lien. Ces preuves invisibles avaient la même valeur que des faits concrets, car dans une société dominée par la peur, ce qui comptait, ce n'était pas la logique, mais l'impression collective. Les croyances autour du diable et des sabbats venaient renforcer cette vision du monde. On pensait que les sorcières se réunissaient la nuit dans des lieux isolés, clairières, montagnes ou vieilles granges abandonnées. Elles y auraient dansé, festoyé et commis toutes sortes d'actes impies en l'honneur du diable. Ces récits, relayés par les prêtres et les juges, nourrissaient l'imaginaire collectif. Même si personne n'avait réellement assisté à de tels sabbats, tout le monde croyait qu'ils existaient. Les gravures et les pamphlets de l'époque représentèrent des scènes fantastiques, femmes chevauchant des balais, festins démoniaques, danses endiablées. Ces images renforçaient les peurs et donnaient corps aux rumeurs. Certaines superstitions touchaient aussi les gestes du quotidien. Renverser du sel, croiser un chat noir, marcher sur une fissure dans le sol, autant de petits signes que les gens interprétaient comme des présages. Pour se protéger, ils multipliaient les rituels, faire le signe de croix, réciter une prière, accrocher une branche de houx au-dessus de la porte ou porter une amulette bénie. Ces protections étaient vues comme indispensables pour éloigner les malédictions. Mais ce qui rendait ces croyances particulièrement dangereuses, c'est qu'elles pouvaient transformer n'importe quelle femme en coupable idéale. Si une voisine avait trop de chats, si elle était vue ramassant des plantes la nuit, si elle portait une marque étrange sur la peau, si son regard paraissait trop insistant, tout cela suffisait à la placer du côté du mal. Les superstitions, en donnant un sens surnaturel à chaque détail, fabriquaient des preuves invisibles contre celles qui vivaient déjà en marge. Il ne faut pas croire que ces superstitions étaient réservées aux paysans. Les élites elles-mêmes y croyaient. Des rois, des reines, des juges, des théologiens prenaient très au sérieux ces histoires.
Le roi Jacques VI d'Écosse, futur Jacques Ier d'Angleterre, écrivit même un traité entier, Démonologie, pour expliquer la réalité de la sorcellerie et la nécessité de la combattre. Quand un souverain lui-même affirmait que les sorcières existaient, comment le peuple aurait-il pu penser autrement? Ces croyances populaires et ces superstitions créaient donc un climat de suspicion permanent. Elles formaient un langage commun qui permettait d'expliquer chaque malheur, chaque anomalie. Mais en même temps, elles nourrissaient une peur constante, prête à éclater au moindre incident. Dans ce monde saturé de signes, il suffisait d'un geste banal pour basculer du côté de la suspicion. Et c'est dans ce climat que naissaient les accusations formelles. Car quand une rumeur persistait, quand les superstitions s'accumulaient autour d'une femme, il devenait presque inévitable que le soupçon se transforme en dénonciation. La croyance collective préparait le terrain à la tragédie. L'accusation de sorcellerie ne restait pas éternellement à l'état de rumeur. Dans l'Europe des années 1600, il suffisait que les soupçons persistent, qu'un prêtre ou un juge local s'en mêle, et la rumeur devenait une affaire officielle. C'est alors que commençait l'une des étapes les plus redoutées par celles que l'on désignait comme sorcières, l'arrestation. Dans les petits villages, l'arrestation avait souvent une dimension théâtrale. Elle ne se faisait pas discrètement. Au contraire, elle était conçue pour marquer les esprits, pour inspirer la peur et rappeler à tous que l'autorité ne plaisantait pas avec le diable. Souvent, c'était le bailli, accompagné de quelques hommes, qui venaient chercher la femme accusée. Ils frappaient à sa porte, parfois en pleine nuit, pour surprendre celle qu'ils considéraient comme dangereuse. On l'empoignait, on la faisait sortir de force, et tout le village pouvait assister à la scène. Les voisins regardaient, certains effrayés, d'autres satisfaits, car voir une sorcière arrêtée était aussi une forme de catharsis. Un malheur avait un coupable, et ce coupable allait être puni. L'arrestation était déjà une condamnation implicite. Aux yeux des villageois, si les autorités s'intéressaient à une femme, c'est qu'il y avait une raison. La présomption d'innocence n'existait pas. Être arrêté, c'était déjà être coupable aux yeux de beaucoup. Et cette culpabilité était renforcée par les humiliations qui accompagnaient l'arrestation. On pouvait attacher la femme avec des cordes, la faire marcher pieds nus à travers le village, parfois même l'exposer au pilori avant le procès. Tout cela visait à briser sa réputation, à la séparer du reste de la communauté. Une fois arrêtée, la femme était conduite dans une prison locale ou dans une pièce spéciale réservée aux interrogatoires. Ces lieux étaient sombres, insalubres, parfois humides. Les conditions de détention étaient volontairement dures. Peu de nourriture, peu de sommeil. Isolement. Car affaiblir physiquement et moralement la prisonnière faisait partie de la stratégie. Plus elle était épuisée, plus elle était susceptible de céder aux questions insistantes des juges. L'interrogatoire ne ressemblait pas à une simple discussion. C'était une mise en scène destinée à obtenir un aveu, car l'aveu était considéré comme la preuve ultime de culpabilité. Les juges, souvent accompagnés de prêtres, posèrent des questions précises, orientées, parfois absurdes. As-tu signé un pacte avec le diable? L'as-tu rencontré sous la forme d'un bouc? As-tu participé à un sabbat nocturne? Ces questions étaient formulées comme des certitudes. On ne demandait pas si, mais comment. Refuser de répondre ou nier n'était pas une défense crédible, car le silence ou le refus étaient interprétés comme des signes supplémentaires de culpabilité. Les interrogatoires s'appuyaient aussi sur des techniques psychologiques. On disait à la prisonnière que d'autres avaient déjà avoué, que ses voisins l'avaient dénoncée, que ses proches avaient témoigné contre elle. On lui promettait la clémence si elle avouait rapidement et au contraire, on la menaçait de souffrances plus grandes si elle persistait à nier. C'était un jeu cruel, destiné à briser sa résistance. Dans de nombreux cas, l'interrogatoire glissait vers la torture. La torture n'était pas toujours immédiate, mais elle était toujours possible. Les instruments variaient, on pouvait attacher la prisonnière et l'empêcher de dormir pendant des jours. On pouvait la soumettre à des positions douloureuses ou encore utiliser des objets comme les aiguilles pour chercher la marque du diable. On croyait en effet que chaque sorcière portait sur son corps un signe laissé par le diable, une tache, une cicatrice, une excroissance insensible à la douleur. Les juges piquaient donc la peau de la prisonnière avec des aiguilles, cherchant la zone qui ne saignait pas et s'en servaient comme preuve de culpabilité. La torture avait un objectif clair, obtenir un aveu. Car dans cette société obsédée par le diable, l'aveu d'une sorcière était plus fort que toutes les preuves. Même si l'aveu était arraché sous la douleur, il avait valeur de vérité. Et plus l'aveu était détaillé, description d'un sabbat, d'un pacte, de relations charnelles avec le diable, plus il était jugé crédible. Mais l'interrogatoire ne se limitait pas à la prisonnière. Les juges convoquaient aussi des témoins, voisins, enfants, parents.
Chacun venait raconter ce qu'il avait vu ou entendu. Une femme pouvait être accusée simplement parce qu'un voisin avait remarqué qu'après une dispute avec elle, son cochon était mort. Un enfant pouvait dire qu'il l'avait vu la nuit dans un champ, et cela suffisait à renforcer l'accusation. Les paroles, dans ce contexte, pesaient autant que les actes. Pour la prisonnière, l'interrogatoire était une expérience déchirante. Elle devait lutter contre la douleur, contre la fatigue, contre la peur, tout en sachant que son destin ne dépendait pas vraiment de ses réponses. Car souvent, quelle que soit sa défense, le verdict était déjà décidé. Nier, c'était être accusé de mentir. Avouer, c'était confirmer sa culpabilité. C'était un piège dont il était presque impossible de sortir. Les récits de l'époque nous montrent à quel point ces interrogatoires pouvaient être absurdes. On demandait parfois aux femmes de décrire la couleur des habits du diable ou de raconter comment elles volaient dans les airs. Sous la torture, elles finissaient par inventer des histoires délirantes, qui étaient ensuite utilisées comme preuves irréfutables. Le cercle vicieux était implacable. La douleur produisait l'aveu, et l'aveu renforçait la croyance. Il faut imaginer aussi la solitude de ces femmes. Isolées, humiliées, elles savaient que leurs voisins, leurs amis, parfois même leur famille, témoignaient contre elles. Elles comprenaient qu'elles ne pouvaient compter sur personne. Leurs paroles n'avaient pas de poids face à la peur collective. Et cette solitude renforçait encore leur désespoir. Ce qui est le plus frappant dans ces arrestations et ces interrogatoires, c'est la manière dont ils transformaient des femmes ordinaires en monstres imaginaires. Par la mise en scène, par les questions biaisées, par la torture, on fabriquait la preuve qu'on cherchait. Les procès n'étaient pas une quête de vérité, mais une justification de croyances déjà établies. Ainsi, l'arrestation et l'interrogatoire n'étaient pas seulement des étapes juridiques. Ils étaient une démonstration de pouvoir. Pouvoir de l'Église et de la justice sur les individus. Pouvoir de la peur sur la raison. Pouvoir des rumeurs transformées en vérité. Et pour les femmes accusées, ils représentèrent le début de la fin, le point de non-retour vers une condamnation presque inévitable. Si l'arrestation marquait le début du cauchemar, la torture représentait le cœur de la machine judiciaire contre les prétendues sorcières. Dans l'Europe des années 1600, la torture n'était pas perçue comme une barbarie, mais comme un outil légitime pour faire éclater la vérité. On croyait sincèrement que la douleur pouvait arracher au corps les secrets que l'âme refusait de livrer. Ainsi, lorsqu'une femme était accusée de sorcellerie, il devenait presque inévitable qu'elle soit soumise à des épreuves physiques destinées à prouver sa culpabilité. Les juges, les prêtres et les bourreaux avaient à leur disposition une panoplie de méthodes terrifiantes. Certaines étaient simples, d'autres extrêmement cruelles. Toutes avaient le même objectif, obtenir un aveu. Car dans cette logique judiciaire, l'aveu était la preuve ultime. Peu importait qu'il soit arraché par la douleur. Ce qui comptait, c'était qu'il confirme les croyances déjà établies. L'une des pratiques les plus répandues était la recherche de la marque du diable. On croyait que chaque sorcière portait sur son corps un signe laissé par le diable lors du pacte. Une cicatrice, une verrue, une tache de naissance. Pour le trouver, on inspectait la prisonnière de la tête aux pieds, parfois entièrement nue, devant plusieurs hommes. Cette humiliation publique faisait partie du processus. Ensuite, on piquait sa peau avec des aiguilles. Si une zone ne saignait pas ou ne réagissait pas à la douleur, ce qui pouvait arriver naturellement, cela était interprété comme la marque du diable. Et cette simple observation devenait une preuve irréfutable de sorcellerie. Une autre méthode était l'épreuve de l'eau. On attachait la femme. On la jetait dans une rivière ou un étang. Si elle coulait, cela signifiait qu'elle était innocente, mais souvent elle mourait noyée. Si elle flottait, on disait que l'eau pure la rejetait car elle appartenait au diable. Dans les deux cas, l'issue était tragique. Cette épreuve, bien qu'elle paraisse absurde aujourd'hui, était courante et redoutée. La privation de sommeil était également utilisée. On maintenait la prisonnière éveillée pendant des jours entiers, la forçant à rester debout ou à marcher en rond. Épuisée, confuse, elle finissait par délirer et par avouer des choses qu'elle n'avait jamais faites. Ces paroles, prononcées dans un état de faiblesse extrême, étaient ensuite consignées comme preuve. Les instruments de torture mécanique ajoutaient encore à l'horreur. Le brodequin, par exemple, consistait à écraser les jambes avec des planches serrées par des coins de fer, brisant lentement les os. Le chevalet étirait le corps jusqu'à disloquer les articulations. Les menottes de fer, trop serrées, lacéraient la peau. Chaque outil avait été conçu pour provoquer une douleur insoutenable, sans tuer immédiatement, car ce qui comptait, c'était d'obtenir un aveu avant la mort. Ce qui est terrible, c'est que ces méthodes fonctionnaient presque toujours. Face à une douleur atroce, même les plus résistantes finissaient par avouer. Mais elles n'avouaient pas seulement leur culpabilité.
Elles inventaient aussi des récits détaillés, nourris par les attentes de leurs juges. Elles décrivaient des sabbats, des pactes, des rencontres avec le diable. Ces histoires, construites sous la contrainte, renforçaient encore les croyances de la société. Plus les détails étaient extravagants, plus ils semblaient crédibles. Parfois, les bourreaux allèrent plus loin, forçant les prisonnières à dénoncer d'autres personnes. Sous la torture, elles citaient des noms, voisins, amis, membres de leur propre famille. C'est ainsi que les chasses aux sorcières se propageaient. Une accusation en entraînait une autre, et bientôt, tout un village pouvait être décimé par la peur. Il existait aussi des épreuves dites divines, censées laisser Dieu juger. Outre l'eau, on utilisait parfois le feu. Une femme devait tenir un morceau de fer chauffé à blanc. Si elle se brûlait, elle était coupable. Si elle ne montrait aucune blessure, ce qui n'arrivait jamais, elle était innocente. Ces épreuves, profondément cruelles, étaient présentées comme justes, car elles plaçaient la décision entre les mains de Dieu. Mais en réalité, elles condamnaient presque systématiquement les accusés. Ce qui rend ces pratiques encore plus terrifiantes, c'est la conviction sincère de ceux qui les appliquaient. Les juges, les prêtres et même les bourreaux croyaient agir pour le bien. Ils pensaient se protéger la communauté, sauver les âmes, combattre le diable. Cette certitude morale rendait leurs actes encore plus implacables. Car comment résister à des hommes persuadés qu'ils accomplissent la volonté divine ? Pour les prisonnières, chaque journée d'interrogatoire et de torture était une descente aux enfers. Elles savaient qu'aucune réponse ne pouvait les sauver. Nier, c'était être torturées encore et encore. Avouer, c'était signer leur condamnation. Elles étaient piégées dans un système qui ne cherchait pas la vérité, mais une confirmation des croyances. Les archives judiciaires de l'époque regorgent de récits glaçants. Des femmes décrivant sous la torture des voyages nocturnes, des festins avec le diable, des malédictions jetées sur leurs voisins. Ces récits, absurdes et incohérents, étaient pourtant acceptés comme des témoignages authentiques. Ils servaient même à alimenter les traités de démonologie, renforçant ainsi le cercle vicieux. Plus on obtenait d'aveux, plus on était convaincu que la sorcellerie existait réellement. Il faut aussi rappeler que ces tortures ne concernaient pas seulement les femmes. Des hommes, des enfants, des vieillards furent également soumis à ces épreuves. Mais les femmes, considérées comme plus faibles, étaient les principales victimes. Leur corps devenait l'espace où la société projetait toutes ses peurs, toutes ses haines, et où elle cherchait à prouver l'existence d'un ennemi invisible. En réalité, la torture ne révélait rien d'autre que la douleur. Elle détruisait des vies, brisait des familles, et entretenait une illusion. Mais pour l'Europe du XVIIe siècle, elle était un outil indispensable. Elle donnait aux juges l'impression de contrôler le mal, et au peuple l'illusion que la justice triomphait. Ce chapitre sombre de l'histoire nous rappelle combien la peur peut transformer une société. Quand la raison cède la place à la superstition, quand la justice devient un théâtre, la souffrance des innocents est inévitable. Les femmes torturées pour sorcellerie n'étaient pas coupables de crimes invisibles. Elles étaient coupables d'être différentes, vulnérables ou simplement malchanceuses. Une fois l'arrestation effectuée, les interrogatoires menés et les preuves arrachées par la torture venaient l'étape du procès. Pour beaucoup de femmes accusées de sorcellerie, ce n'était pas une véritable chance de se défendre, mais plutôt une étape supplémentaire dans le chemin vers la condamnation. Pourtant, aux yeux de la société de l'époque, le procès était une cérémonie essentielle, une pièce de théâtre où la justice devait montrer sa force, où la communauté voyait enfin la peur collective transformée en jugement. Les procès de sorcellerie étaient rarement secrets. Au contraire, ils étaient organisés pour être vus, entendus, commentés. Ils se déroulaient dans des salles de tribunaux, dans des églises, ou parfois même sur la place du village. Les habitants venaient nombreux assister à ces événements, attirés par la curiosité, par la peur, mais aussi par un certain désir de spectacle. Car dans un monde où les distractions étaient la rare, un procès de sorcellerie représentait un moment exceptionnel, une sorte de théâtre macabre qui captivait les foules. Dès le début du procès, l'accusée était placée en position d'infériorité. Elle était souvent affaiblie par des jours de prison, de privation et parfois de torture. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage marqué par la fatigue. Elle était exposée aux yeux de tous, seule face à un tribunal composé d'hommes, juges, prêtres, notables locaux. L'image même de cette femme isolée, vulnérable, face à des figures d'autorité, renforçait l'idée qu'elle était déjà coupable. Les témoignages s'enchaînaient. Les voisins, les enfants, les membres de la communauté venaient raconter ce qu'ils avaient vu ou entendu. Chacun apportait sa pierre à l'édifice de la culpabilité.
Une voisine affirmait que sa vache était morte après une dispute avec l'accusé. Un enfant racontait qu'il avait rêvé d'elle la nuit précédant une maladie. Un homme disait qu'elle l'avait regardé fixement avant qu'il ne tombe malade. Ces récits, parfois absurdes, étaient pris très au sérieux, car dans l'esprit collectif, tout signe avait une signification cachée. Les prêtres, eux, ajoutaient une dimension religieuse au procès. Ils rappelèrent dans leurs sermons que le diable cherchait à corrompre les âmes, que les sorcières étaient ses instruments, et que les laisser vivre revenait à mettre en danger toute la communauté. Le poids de leurs paroles était immense. Car dans une société profondément religieuse, la voix du prêtre valait presque celle de Dieu. Les aveux obtenus sous la torture étaient lus à haute voix. Même si tout le monde savait qu'ils avaient été arrachés dans la douleur, ils étaient considérés comme des preuves irréfutables. On décrivait les sabbats, les pactes avec le diable, les malédictions jetées sur les voisins. Ces récits, souvent délirants, étaient écoutés avec attention par la foule qui y voyait la confirmation de ses peurs. Le procès devenait ainsi une véritable mise en scène. On ne cherchait pas à établir la vérité, mais à conforter l'ordre social. Condamner une sorcière, c'était rappeler à tous que l'autorité veillait, que Dieu protégeait les fidèles, et que le mal ne restait pas impuni. C'était une manière de transformer la peur diffuse en un spectacle concret. L'accusé, dans de rares cas, pouvait tenter de se défendre. Certaines affirmaient leur innocence avec force, protestant de leur foi, jurant qu'elles n'avaient jamais pactisé avec le diable. Mais ces paroles pesaient peu face aux témoignages et aux aveux arrachés. Pire encore, nier sa culpabilité pouvait être interprété comme un signe d'alliance avec le mal. Car aux yeux des juges, le diable donnait à ses serviteurs la force de mentir. Parfois, le procès s'accompagnait d'épreuves judiciaires, l'épreuve de l'eau, l'épreuve du feu ou la recherche de la marque du diable. Ces pratiques, déjà utilisées lors de l'interrogatoire, étaient répétées en public pour impressionner la foule. L'accusé était humilié, montré comme un corps à examiner, à tester. Et chaque résultat, quel qu'il soit, était interprété contre elle. Le rôle du public était crucial. La foule réagissait aux témoignages, murmurait, poussait des cris. Cette pression collective renforçait la conviction des juges. Comment innocenter une femme que tout un village considérait comme coupable? Même lorsqu'il y avait des doutes, l'opinion publique pesait lourdement dans la balance. Les juges, enfin, prononçaient leur verdict. Dans la majorité des cas, c'était la condamnation. La sorcellerie était considérée comme un crime contre Dieu et contre la société. La peine de mort, par pendaison ou par le bûcher, était presque inévitable. Ce verdict, annoncé à haute voix, résonnait comme une libération pour la communauté. On avait trouvé le coupable, on l'avait jugé, et bientôt on allait le punir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y eut aussi quelques cas d'acquittement. Dans certaines régions, certains juges étaient plus sceptiques, plus prudents. Ils demandaient des preuves plus solides, ou refusaient de condamner uniquement sur des rumeurs. Cependant, ces cas restaient minoritaires. La peur et la superstition dominaient trop pour laisser beaucoup de place à la raison. Pour les femmes condamnées, le procès n'était donc qu'une étape dans une tragédie déjà écrite. Mais pour la communauté, il avait une valeur symbolique immense. Il transformait l'angoisse en certitude, le doute en condamnation, la peur invisible en une scène concrète. Le procès n'était pas seulement un jugement individuel, c'était une mise en scène publique destinée à rassurer la collectivité. Il faut imaginer l'impact de ces procès sur les spectateurs. Pour les enfants, ils étaient des leçons terribles. Ne vous écartez pas du droit chemin, car le diable guette. Pour les adultes, ils étaient des avertissements. Ne défiez pas les autorités, ne vivez pas en marge, sinon vous pourriez être la prochaine cible. Pour les prêtres et les juges, ils étaient des victoires, preuve que leur pouvoir était nécessaire pour maintenir l'ordre. Au final, les procès de sorcellerie n'étaient pas seulement des événements judiciaires. Ils étaient des rituels collectifs, des spectacles politiques et religieux, où la société entière se rassurait en sacrifiant quelques individus. Derrière la façade de justice, c'était la peur qui gouvernait, et c'est cette peur qui condamnait des innocents à mort. Quand le verdict tombait, il sonnait comme le glas d'une vie déjà brisée. La condamnation pour sorcellerie au XVIIe siècle n'était pas simplement une décision de justice. C'était une sentence de mort qui allait se dérouler sous les yeux de toute une communauté. La peur, la superstition et l'autorité religieuse s'étaient unies pour transformer une femme ordinaire en incarnation du mal. Désormais, il ne restait plus qu'une étape, l'exécution. Le moment de la condamnation était solennel. Le juge, entouré de prêtres et de notables, prononçait la peine à haute voix. La formule variait selon les régions, mais elle se terminait presque toujours par ces mots. Être livré aux bras séculiers, une façon détournée de dire que la prisonnière serait remise aux autorités civiles pour subir la mort. Car si l'Église se lavait les mains du sang, elle avait préparé tout le reste.
L'arrestation, l'interrogatoire, le procès, les preuves. La condamnation était donc le point culminant d'une mise en scène soigneusement orchestrée. Pour la condamnée, ce moment représentait une rupture brutale avec le monde des vivants. Certains éclataient en sanglots, d'autres priaient à haute voix, d'autres encore restaient figés dans un silence désespéré. Il arrivait même que certaines, épuisées par la torture et les humiliations, accueillent le verdict avec une étrange résignation, comme si mourir devenait une délivrance. Les exécutions, elles, prenaient différentes formes. Dans certaines régions d'Europe, on pendait les sorcières. La pendaison était rapide, moins spectaculaire que d'autres méthodes, mais elle restait publique. Dans d'autres régions, on choisissait le bûcher. Cette pratique, bien que plus rare qu'on ne l'imagine aujourd'hui, avait une valeur symbolique immense. Le feu, censé purifier, détruisait le corps et l'âme du coupable. Brûler une sorcière, c'était montrer à tous que le mal était réduit en cendres, qu'il disparaissait avec elle. Le jour de l'exécution était annoncé à l'avance. Toute la communauté se rassemblait pour assister à la mise à mort. Hommes, femmes, enfants. Personne ne voulait manquer l'événement. Pour certains, c'était une leçon morale. Pour d'autres, un spectacle. Les marchands en profitaient pour vendre de la nourriture, des boissons et même des petits objets religieux censés protéger des maléfices. L'exécution devenait ainsi une fête macabre, mêlant peur, excitation et curiosité morbide. La condamnée était menée sur le lieu de l'exécution, souvent à pied, escortée par des gardes. Elle portait parfois une chemise spéciale, blanche, symbole de purification, ou au contraire un habit sombre qui accentuait son rôle de coupable. Les foules la suivaient, commentant, criant, priant. Certains lui lançaient des insultes, d'autres des pierres, convaincus qu'il contribuait à éloigner le mal. Quelques rares personnes, en revanche, détournaient pas le regard, incapables de supporter la cruauté de la scène. Les prêtres accompagnaient toujours la condamnée. Jusqu'au dernier moment, ils tentèrent d'obtenir d'elle une confession publique, un dernier aveu, une prière de repentance. Car si elle mourait en reconnaissant ses fautes, on affirmait que son âme pouvait encore être sauvée. Mais si elle persistait à nier, sa mort était présentée comme celle d'une servante du diable, condamnée pour l'éternité. Au pied du gibet ou du bûcher, la foule se pressait. Les enfants grimpaient sur les épaules de leur père pour mieux voir. Les femmes priaient à haute voix, demandant à Dieu de protéger leur famille contre le mal. Les hommes discutaient, certains affirmant avoir toujours su que la condamnée était coupable. Dans cet instant, le doute n'avait plus sa place. Le spectacle de la mort allait effacer toutes les hésitations. Lorsque la corde se resserrait autour du cou ou que les flammes commençaient à s'élever, un silence tombait. Le cri de la condamnée, son dernier souffle, son visage crispé, tout cela marquait profondément ceux qui assistaient à la scène. Mais ce silence était vite rompu par les murmures, puis par les prières. Car la mort de la sorcière, aussi violente soit-elle, devait être interprétée comme une victoire de Dieu sur le diable. Il arrivait que la famille de la condamnée soit présente. Pour eux, l'humiliation était immense. Ils devaient vivre avec la honte d'avoir eu une sorcière dans leur sang. Certains tentèrent de se défendre, de crier l'innocence de leurs proches, mais leur voix était couverte par la foule. D'autres, brisés, restaient muets, sachant que toute tentative de soutien risquait de les faire accuser à leur tour. La mort n'était pas toujours la fin de la punition. Les biens de la condamnée étaient souvent confisqués, ses terres redistribuées, sa maison détruite. Sa mémoire était salie, son nom associé pour toujours au mal. Même après sa mort, elle continuait de vivre dans les récits des voisins comme l'exemple à ne pas suivre, comme la preuve que le diable rôdait. Les exécutions collectives renforçaient encore cette dimension de spectacle. Dans certaines régions, plusieurs femmes étaient exécutées le même jour, parfois des dizaines. Ces événements massifs avaient un impact énorme sur les communautés. Ils laissaient des souvenirs terribles, mais ils renforçaient aussi l'ordre établi. L'autorité avait montré sa force, la population avait vu le mal vaincu. Pourtant, derrière cette mise en scène, il y avait une immense injustice. Car la plupart de ces femmes n'avaient commis aucun crime. Leur seul tort était d'être différentes, vulnérables ou simplement malchanceuses. Mais dans une société dominée par la peur, leur mort devenait un rituel nécessaire, un exutoire. Elle permettait aux gens d'exorciser leurs angoisses en désignant un coupable. La condamnation et l'exécution n'étaient donc pas seulement des événements judiciaires. Elles étaient des cérémonies collectives, où la peur se transformait en spectacle, où la souffrance devenait un outil politique et religieux. Pour les accusés, elles représentaient la fin d'un chemin de douleur. Pour la communauté, elles étaient l'illusion d'une protection.
Et pour nous, aujourd'hui, elle reste l'un des témoignages les plus sombres de ce que la peur et la superstition peuvent produire. Lorsqu'une femme était condamnée et exécutée pour sorcellerie, son histoire ne s'arrêtait pas à son dernier souffle. Bien au contraire. Ses proches, son village et parfois même des générations entières portaient les cicatrices invisibles de cette accusation. Les conséquences sociales et familiales des procès de sorcières furent aussi destructrices que les flammes d'un bûcher ou la corde d'un gibet. Elles transformèrent des familles entières en parias, bouleversèrent des communautés et laissèrent une trace durable dans la mémoire collective. Pour la famille immédiate, le choc était immense. Le mari, les enfants, les frères et sœurs d'une femme exécutée étaient frappés d'une honte qui les suivait partout. On ne les voyait plus comme des innocents, mais comme des complices silencieux ou comme des personnes marquées par le diable. Les enfants d'une prétendue sorcière étaient souvent rejetés par leurs camarades, moqués, insultés. On refusait parfois de les marier, de peur que le sang du mal ne se transmette. Cette stigmatisation pouvait les condamner à la pauvreté et à l'isolement pour toute leur vie. Les maris, eux, se retrouvaient dans une situation paradoxale. D'un côté, ils étaient non victimes. Leur épouse avait été enlevée, humiliée et tuée. Mais de l'autre, on les soupçonnait parfois d'avoir fermé les yeux, ou même d'avoir profité de l'accusation pour se débarrasser d'une femme encombrante. Certains perdaient leurs biens, confisqués avec ceux de leur épouse, et tombaient dans la misère. D'autres cherchaient à refaire leur vie loin de leur village, pour échapper à la honte. Les familles élargies souffraient également. Les frères, sœurs, oncles et tantes de l'accusé voyaient leur réputation ternie. On les regardait d'un mauvais œil. On évitait de commercer avec eux. On leur refusait parfois l'accès aux responsabilités locales. Le soupçon s'étendait, comme une ombre qui ne disparaissait jamais. Ainsi, une seule accusation pouvait empoisonner le destin de toute une lignée. Au niveau communautaire, les conséquences étaient tout aussi profondes. Un procès de sorcellerie divisait les villages. Ceux qui avaient témoigné contre la femme devaient continuer à vivre aux côtés de sa famille. Les rancunes s'envenimaient, les relations de voisinage se brisaient. Dans certains cas, les enfants de l'accusé grandissaient avec une haine sourde envers ceux qui avaient contribué à la mort de leur mère. Ces tensions pouvaient durer des décennies, alimentant des conflits qui empoisonnaient la vie collective. Il faut aussi rappeler que les procès coûtaient cher. Les frais de justice, la nourriture de la prisonnière, le salaire des bourreaux, tout cela était souvent facturé à la famille de la condamnée. Ainsi, en plus de perdre un être cher, les proches se retrouvaient ruinés. Certains devaient vendre leurs terres ou leurs maisons pour payer les dettes laissées par le procès. La misère matérielle s'ajoutait à la douleur morale, transformant une tragédie individuelle en catastrophe familiale. Les enfants, plus que quiconque, portèrent les cicatrices de ces accusations. Orphelins de mère, parfois rejetés par leur propre père, ils grandissaient dans une solitude terrible. Certains étaient recueillis par des familles charitables, mais la plupart étaient condamnés à mendier ou à travailler comme domestiques dès leur plus jeune âge. Leur vie, marquée par la honte, était souvent brisée avant même d'avoir commencé. Au-delà des familles, c'est toute une société qui était bouleversée. Chaque procès renforçait la peur. Les gens se méfiaient davantage de leurs voisins, craignaient les malheurs ordinaires, voyaient des signes du diable partout. La cohésion des communautés se fissurait, remplacée par une atmosphère de suspicion. Les femmes, en particulier, vivaient avec la peur constante d'être accusées à leur tour. Une dispute, un mot de trop, une différence pouvait suffire pour les mettre en danger. Les procès de sorcières eurent aussi un effet durable sur la place des femmes dans la société. Ils rappelèrent brutalement que toute femme pouvait être soupçonnée, que son indépendance, son savoir ou sa simple singularité pouvaient être perçues comme une menace. Les veuves, les guérisseuses, les sages-femmes furent particulièrement touchées. Leur rôle, pourtant vital, fut discrédité. La peur de la sorcellerie servit ainsi de moyen de contrôle social, réduisant l'espace de liberté des femmes. Dans certaines régions, la mémoire des procès resta vivace pendant des générations. Les descendants des accusés vivaient encore avec la honte au XVIIIe siècle, voire au-delà. Le simple nom d'une famille pouvait rappeler une ancienne condamnation. Les histoires de sorcières circulaient comme des légendes locales, nourrissant l'imaginaire collectif. Ainsi, même après la fin des chasses, leurs conséquences continuaient de peser. Il est frappant de constater que ces conséquences sociales et familiales servaient aussi d'avertissement implicite. Voir une famille détruite, ruinée, rejetée, c'était comprendre que personne n'était à l'abri. Chacun devait se conformer aux règles, éviter de se faire remarquer, taire ses différences. Le sort d'une sorcière devenait une leçon pour toutes les autres femmes, mais aussi pour toute la communauté.
En définitive, les procès de sorcières ne tuaient pas seulement des individus. Ils brisaient des familles, divisaient des villages et façonnaient une société fondée sur la peur et la suspicion. Les flammes d'un bûcher s'éteignaient rapidement, mais leurs cendres restaient longtemps dans la mémoire des survivants. Les enfants orphelins, les maris ruinés, les familles marquées, voilà le véritable héritage des chasses aux sorcières. Lorsque les flammes des bûchers s'éteignaient et que les cordes des gibets retombaient, il restait quelque chose d'invisible, mais d'extrêmement puissant, l'héritage. Car les procès de sorcières et les exécutions n'étaient pas seulement des événements ponctuels. Ils façonnaient en profondeur la culture et la religion de l'Europe du XVIIe siècle, et leurs échos résonnent encore aujourd'hui. L'héritage religieux, d'abord, était immense. La chasse aux sorcières avait été justifiée, orchestrée et sanctifiée par l'Église. Dans ses sermons, dans ses traités, dans ses jugements, elle avait présenté la sorcellerie comme une réalité indéniable et comme l'ennemi principal de la foi chrétienne. Les prêtres enseignaient que le diable rôdait partout, que ses serviteurs pouvaient se cacher sous les traits de n'importe quel voisin, et que seule la vigilance religieuse pouvait protéger la communauté. Ainsi, la peur du diable et de ses complices s'ancrèrent profondément dans la mentalité collective. Les procès avaient aussi renforcé le rôle du clergé comme guide moral et spirituel, car c'étaient les prêtres qui désignaient les signes de sorcellerie, qui validaient les témoignages, qui transformaient des rumeurs en vérités officielles. En condamnant les sorcières, ils affirmaient leur pouvoir sur la vie et la mort, mais aussi sur les consciences. Le peuple voyait en eux des protecteurs, capables de démasquer le mal, même quand celui-ci se dissimulait sous des apparences banales. Ce pouvoir ne s'arrêtait pas aux frontières de la religion. Les chasses aux sorcières furent aussi des outils politiques. Dans un contexte où l'Europe était secouée par des guerres de religion, des réformes et des conflits entre catholiques et protestants, accuser des femmes de sorcellerie servait aussi à affirmer l'autorité. Les procès montraient que les dirigeants, qu'ils soient rois, princes ou juges locaux, avaient la capacité d'éradiquer le mal et de protéger leurs sujets. Chaque condamnation devenait un acte de propagande, un rappel que l'ordre établi devait être respecté. L'héritage culturel, quant à lui, fut tout aussi durable. Les récits de sorcières, transmis de bouche à oreille ou inscrits dans des livres, nourrirent l'imaginaire populaire. Les images de femmes chevauchant des balais, de sabbats nocturnes, de pactes avec le diable se fixèrent dans les esprits. Les gravures, les pamphlets, les fresques représentaient des scènes de sorcellerie avec des détails terrifiants qui circulaient dans toute l'Europe. Ces représentations renforcèrent les croyances, mais elles alimentaient aussi une culture de la peur. Dans les villages, les histoires de sorcières devinrent des contes racontés aux enfants pour les dissuader de désobéir. Ne sors pas la nuit, la sorcière viendra te chercher. Ne parle pas mal à ta mère, sinon elle te livrera à une sorcière. Ces phrases, répétées de génération en génération, prolongèrent l'impact des chasses bien après leur déclin. Même lorsque les procès disparurent, l'idée de la sorcière resta vivante dans la culture populaire. Mais cet héritage ne fut pas seulement celui de la peur, il fut aussi celui d'une mémoire douloureuse. Dans certaines régions, les familles des accusés gardèrent longtemps le souvenir de leurs proches injustement tués. Les villages se rappelaient les exécutions comme des blessures collectives, des moments où la communauté avait sacrifié ses propres membres. Cet héritage de culpabilité silencieuse pesa lourdement sur certaines sociétés, même si beaucoup choisirent de l'oublier ou de le transformer en légende. Du côté religieux, l'héritage fut double. D'un côté, la peur du diable et des sorcières renforça la ferveur. Les gens priaient plus, assistaient plus régulièrement aux offices, multipliaient les rituels de protection. Les processions, les bénédictions, les exorcismes prirent une importance nouvelle. Mais d'un autre côté, cet excès de peur contribua aussi à l'émergence de critiques. Peu à peu, certains commencèrent à remettre en question la validité des accusations, la cruauté des tortures, l'absurdité des procès. Cet esprit critique allait s'épanouir plus tard, avec l'essor de la raison et des Lumières. L'héritage des chasses aux sorcières se retrouva aussi dans l'art et la littérature. Les écrivains, les dramaturges et plus tard les peintres et les compositeurs s'inspirèrent de ces récits. La figure de la sorcière devint un personnage récurrent, tantôt effrayant, tantôt fascinant. Elle incarna tour à tour le mal absolu, la tentation, mais aussi la rébellion contre un ordre oppressif. Cette ambivalence explique pourquoi la sorcière est encore aujourd'hui une figure si présente dans la culture, des contes pour enfants aux films modernes. Dans le domaine juridique, l'héritage fut tout aussi marquant. Les excès des procès de sorcellerie poussèrent à long terme à une réforme de la justice. Lorsque les Lumières arrivèrent, on prit conscience des injustices commises et l'on chercha à établir des règles plus claires, à limiter l'usage de la torture, à exiger des preuves plus solides.
Ainsi, paradoxalement, les abus des procès de sorcières contribuèrent à l'émergence d'une justice plus moderne. Il est aussi intéressant de voir comment cet héritage se transforma avec le temps. Au XIXe siècle, alors que l'Europe entrait dans l'ère industrielle, la sorcière passa de figure de peur à figure de folklore. Les contes populaires, comme ceux recueillis par les frères Grimm, intégrèrent des sorcières terrifiantes, mais désormais confinées au monde de l'imaginaire. L'horreur des bûchers s'effaça derrière l'image de vieilles femmes vivant dans des cabanes isolées, menaçant les enfants désobéissants. La mémoire tragique se transforma en mythe. Aujourd'hui encore, l'héritage des procès de sorcières reste visible. Le mot « sorcière » est utilisé pour désigner des femmes puissantes, indépendantes, parfois marginales. Certaines féministes se réapproprient cette figure, en voyant dans les persécutions du passé une preuve de la peur ancestrale des sociétés patriarcales face à des femmes libres. Ainsi, l'héritage religieux et culturel des procès de sorcellerie continue de nourrir les débats modernes sur la place des femmes, sur le pouvoir et sur la peur de la différence. En définitive, cet héritage fut à la fois une chaîne et un miroir. Une chaîne car il enferma des générations entières dans la peur du diable et la méfiance envers les femmes. Un miroir car il reflète encore aujourd'hui les excès auxquels une société peut céder lorsqu'elle laisse la superstition et la peur gouverner la raison. Les sorcières de l'Europe du XVIIe siècle ne sont plus condamnées au bûcher, mais leur mémoire, transformée en symbole, continue de brûler dans notre culture et notre conscience collective. Aujourd'hui, lorsque nous prononçons le mot sorcière, notre imagination s'emplit d'images forgées par des siècles de récits et de fantasmes. Des vieilles femmes édentées au nez crochu jetant des malédictions dans la nuit, des sabbats étranges au clair de lune, des pactes avec le diable scellés dans l'ombre. Pourtant, derrière ces images qui appartiennent plus au domaine du conte qu'à celui de l'histoire, il y avait des femmes bien réelles, de chair et de sang, dont la vie fut brisée par la peur et la superstition. Comprendre ce décalage entre le mythe et la réalité est essentiel pour saisir l'héritage des chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle. La réalité d'abord, c'est que la plupart de ces femmes n'étaient pas des créatures surnaturelles, mais des villageoises ordinaires. Elles travaillaient la terre, soignaient leurs enfants, préparaient des tisanes avec des plantes médicinales. Leur savoir empirique, transmis de génération en génération, n'avait rien de magique. C'était simplement le fruit de l'observation et de l'expérience. Mais dans une société où la science n'avait pas encore remplacé les croyances, ce savoir fut interprété comme une arme du diable. La réalité aussi, c'est que beaucoup de ces accusations étaient motivées par des conflits humains bien plus terre-à-terre. Des querelles de voisinage, des rivalités économiques, des jalousies personnelles. Derrière une dénonciation de sorcellerie, il y avait souvent un champ disputé, une dette non réglée, une rancune ancienne. La sorcellerie n'était qu'un prétexte, un masque posé sur des tensions sociales que personne ne savait résoudre autrement. Il faut également rappeler que la peur du diable et de ses prétendus serviteurs servait des intérêts politiques et religieux. Pour l'Église, chaque procès de sorcière était une manière de renforcer son autorité. Pour les autorités civiles, c'était un moyen de montrer qu'elles protégeaient la communauté contre un ennemi invisible. Les sorcières, en somme, furent des victimes expiatoires, sacrifiées pour maintenir un ordre social fragile. Et puis, il y a la réalité la plus douloureuse, celle de la souffrance humaine. Derrière chaque procès, chaque bûcher, il y avait une femme arrachée à sa maison, humiliée devant ses voisins, torturée jusqu'à l'aveu, et finalement exécutée. Derrière chaque sorcière, il y avait des enfants devenus orphelins, des familles ruinées, des villages divisés. Ces drames ne sont pas des légendes, ce sont des faits historiques, documentés dans les archives, inscrits dans la mémoire de communautés entières. Pourtant, avec le temps, la figure de la sorcière a changé de sens. De symbole du mal, elle est devenue une figure de folklore, puis un symbole de rébellion. Dans les contes pour enfants, la sorcière est une ogresse, une menace que l'on peut vaincre par le courage et l'innocence. Dans la culture moderne, elle est parfois réhabilitée comme une femme indépendante, persécutée parce qu'elle refusait de se soumettre aux normes de son époque. Ce glissement de sens révèle beaucoup sur notre rapport au passé. Nous transformons la douleur en mythe, et le mythe en symbole. Mais il est important de ne pas oublier la vérité derrière le mythe. Les sorcières n'étaient pas des monstres, elles étaient des femmes vulnérables dans un monde impitoyable. Leur histoire nous rappelle combien la peur et la superstition peuvent détruire des vies, combien la justice peut être détournée quand elle cherche à confirmer des croyances plutôt qu'à établir des faits. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque figure de légende, il y a des êtres humains, avec leurs joies, leurs peines, leurs espoirs. Aujourd'hui, la mémoire des sorcières sert aussi de miroir. Elle nous invite à nous interroger. Quelles sont les sorcières de notre époque? Qui désignons-nous comme boucs émissaires lorsque nous avons peur?
Quelles croyances modernes utilisons-nous pour justifier l'exclusion ou la violence? Les procès du XVIIe siècle peuvent sembler lointains, mais les mécanismes qu'ils révèlent, la peur, la rumeur, la stigmatisation, restent profondément humains et universels. L'histoire des sorcières est donc à la fois une tragédie et un avertissement. Une tragédie, car elle montre la souffrance inutile infligée à des milliers de personnes innocentes. Un avertissement, car elle nous rappelle ce qui arrive quand la peur gouverne la raison, quand les superstitions remplacent la logique, quand la justice devient un spectacle. Au fond, la réalité derrière le mythe, c'est celle d'un monde où la différence faisait peur. Où une femme seule, une veuve, une guérisseuse, une marginale devenait la cible idéale. Où la pauvreté, l'isolement et l'indépendance se transformaient en preuve d'un pacte avec le diable. Et c'est cette réalité qu'il ne faut jamais oublier, derrière les images de balais et de chaudrons. En refermant ce long voyage dans l'Europe des années 1600, gardons à l'esprit que chaque sorcière condamnée n'était pas un personnage de conte, mais une personne bien réelle, avec une histoire, une famille, un destin. Leur mémoire nous oblige à rester vigilants face à nos propres peurs, à nos propres préjugés. Car si nous ne faisons pas attention, les flammes des bûchers pourraient bien se rallumer, sous d'autres formes, dans nos sociétés modernes.